17.02.2025 4e année, 297e jour depuis le début de l'invasion totale. Bonjour, voici le rapport quotidien. Le rapport d'aujourd'hui mentionne des frappes de drones ukrainiens en Russie, des incendies dans des sites industriels et énergétiques, ainsi qu'une pression économique accrue sur la Russie. Des représentations déformées sur les chaînes de propagande russes, ainsi que des tentatives d'attaque russes échouées, et bien sûr une usure humaine continue sur le front, ainsi que bien d'autres choses. Des drones ukrainiens à longue portée ont attaqué un dépôt de pétrole russe à Slaviansk-na-Kubani. Il se trouve à 400 km de la frontière et l'installation voisine traite chaque année 5,2 millions de tonnes de pétrole brut. Le dépôt de l'installation a été pratiquement touché. Toute la scène a été filmée et publiée par des habitants. Comme d'habitude, cette guerre est l'une des guerres les mieux documentées qui soient. Réfléchissez un instant au temps qu'il fallait, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, pour recueillir des informations, les traiter, les partager, les valider et les publier. Aujourd'hui, chacun filme les événements avec son téléphone et les partage instantanément. On peut ensuite vérifier et géolocaliser les enregistrements avec Google Maps, des images satellites ou des cartes topographiques. Et ensuite, on peut vérifier et géolocaliser les enregistrements à l'aide d'outils comme Google Maps, des images de satellites, des cartes topographiques, etc. et les mettre à la disposition du grand public quelques heures plus tard. Cela n'aurait même pas été possible il y a quelques années. On peut aussi citer les guerres du Golfe comme exemple. À Kemerovo, en Russie, un important incendie s'est déclaré. Piotr Koks, la principale entreprise de coke et de chimie de la région, produit du coke métallurgique pour les auto-fourneaux. Aucune attaque de drone signalée pour l'instant. Nous pouvons donc envisager, en plus d'une défaillance technique ou d'un entretien insuffisant, même un acte de sabotage, qui ne peut bien sûr pas être exclu, surtout quand on voit à quelle fréquence ce genre de choses se produit. Étant donné le rôle stratégique du coke pour la sidérurgie et l'armement, une longue interruption de production aurait un réel impact opérationnel. Le gouvernement américain de Donald Trump prépare de nouvelles sanctions contre l'énergie russe. C'est vraiment intéressant. Selon Reuters, citant Bloomberg et des sources fiables, ces mesures pourraient s'appliquer dès la semaine prochaine. Malheureusement, il reste un grand pourrei, mais je pense qu'elles auront lieu, surtout après la discussion récente avec Merz, Zelensky et Witkoff. Mais pour cela, il ne faut pas que Poutine ait l'occasion de téléphoner à Trump une fois de plus avant. Et il s'appelle aussi sans l'annoncer publiquement, sinon il ne se passera absolument rien à nouveau. Les sanctions doivent cibler surtout la flotte fantôme russe et les sociétés commerciales et d'intermédiation utilisées par la Russie pour transporter et vendre des matières premières à l'international. La deuxième option est très intéressante. Sanctionner ces entreprises est peut-être plus simple que de lutter contre la flotte fantôme, car celle-ci, la Russie prend simplement les navires qui sont sanctionnés, les rebaptise et les fait naviguer sous un autre pavillon. L'objectif reste néanmoins de restreindre davantage les mécanismes de contournement existants et de mettre réellement sous pression les exportations d'énergie de la Russie, puisqu'elles comptent parmi les principales sources de revenus de la guerre. L'Allemagne et le Royaume-Uni souhaitent accroître leur soutien à l'Ukraine en livrant d'autres systèmes de défense anti-aérienne. Voyons donc ce que les chaînes de propagande russes ont à dire à ce sujet. Leur façon de penser, intéressante, rappelle malheureusement celle de nombreux gens ici. Avec plus d'1 million d'abonnés, ils proposent récemment une conclusion très simple. L'Allemagne et la Grande-Bretagne livrent à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne pour protéger les civils des attaques russes. Londres et Berlin se prépareraient donc évidemment à une guerre avec la Russie. La logique de l'argumentation suit ici un schéma de propagande bien connu. Des mesures de soutien défensives sont interprétées comme une intention agressive, tandis que la cause, c'est-à-dire les attaques russes continues contre des cibles civiles, est complètement ignorée. Dans cette vision, se protéger des tirs de roquettes suffit à être vu comme belligérant. De la même manière, une alliance défensive comme l'OTAN est interprétée comme une alliance offensive, où la construction de lignes défensives sur le flanc était censée être russophobe. C'est comme donner un bouclier à quelqu'un et dire qu'il va attaquer avec l'épée de son voisin. Serebrianka a été conquise par les Russes. Il en va de même pour la zone entre Serebrianka et Siversk, ainsi que pour la région au sud de Siversk. Donc, en gros, ici à cet étage supérieur. Comme indiqué dans mes derniers rapports, je considérais déjà cette zone sous contrôle russe depuis longtemps. Il n'y avait presque aucune géolocalisation à ce sujet. L'Ukraine a maintenant confirmé que la zone est sous contrôle russe. C'est pourquoi je l'ai indiqué en toute bonne conscience. Les Ukrainiens n'ont pas encore reconnu la perte de Siversk, mais comme je l'ai dit, les épingles vertes sont des géolocalisations déjà montrées, prouvant la présence de soldats russes.
Je pars du principe, presque certain, que Siversk est tombé il y a 2 ou 3 jours. Pendant ce temps, cela concerne maintenant les zones voisines et se déplace un peu plus loin. Plusieurs nouvelles géolocalisations russes ici en haut. Ils vont commencer ici à vouloir gagner du terrain et à partir d'ici, ils continueront à avancer vers Shakirn s'ils veulent continuer à progresser dans cette zone. Les Ukrainiens ont clairement l'avantage de la hauteur s'ils sont ici. Nous verrons cela à nouveau dans le prochain rapport de situation, lorsque j'aborderai cette zone plus en détail. Car comme on peut le voir assez facilement sur la carte, c'est une région assez vallonnée, mais ce qui est encore plus intéressant que cette zone, c'est Pokrovsk. Les combats continuent toujours autour de Pokrovsk. Ici, à cet endroit, il y a eu une tentative russe de briser la situation opérationnelle dans la région de Pokrovsk, mais ça c'est vraiment resté sans succès. En effet, ils ont tenté de percer au-delà des accès à la ville. Donc en gros ici, par cette route pour atteindre Chirichne et par cette route pour refermer la poche ici. L'une des deux attaques a été enregistrée. Après des attaques frontales coûteuses, les forces russes ont opté pour une autre approche, envoyant une colonne mobile de véhicules, de ravitaillement et de buggy légers vers Chirichne. C'est l'attaque dont je viens de parler qui a été menée ici dans cette direction. L'objectif était de contourner les positions ukrainiennes et de menacer d'éventuels axes d'approvisionnement. Des pilotes de drones ukrainiens surveillaient constamment la zone. Des images géolocalisées montrent que la colonne a été attaquée après 1 kilomètre. Plusieurs véhicules ont été touchés presque en même temps, signe d'une zone de mouvement déjà couverte par des drones. Et c'est aussi clair. D'après les informations disponibles, 10 véhicules ont été détruits et environ 40 soldats ont perdu la vie. Une partie des forces survivantes a poursuivi l'avancée à pied, mais n'a pas pu suffisamment se disperser et a ensuite été attaquée par des drones vus à la première personne. Selon le commandant en chef ukrainien Syrski, environ 155 000 soldats russes se trouvent dans cette zone. La question que je me pose est pourquoi ? Les Russes, sur l'un des plus grands et des plus disputés secteurs du front, où la densité de drones est incroyable, essaient de percer en direction des Ukrainiens avec une colonne quittant une ville. Ce genre de choses ne fonctionne plus du tout depuis au moins 1 an, depuis ils ont toutes ces zones de destruction, ils ont d'innombrables drones. C'est une mission suicide, mais ça l'était déjà. Rappelez-vous les colonnes interminables au début de l'invasion, c'était déjà absurde à l'époque. Je me demande ce qui se passe dans la tête des commandants russes, parce que ce n'est pas comme s'ils ne savaient un mais pas mieux. Ils ont conquis Pokrovski en entrant avec de petits groupes d'infiltration discrets, rendant difficile la détection et la riposte des pilotes de drones ukrainiens, puis ont pris 90% de la ville et fait ce qui conduit à l'échec. Pourquoi ? À cause de cela, ils perdent tout leur matériel et de nombreux soldats. Les Ukrainiens peuvent se réjouir de telles décisions, prises à plusieurs reprises. C'est justement cette usure qui mène à ces vidéos. Attention, vous allez découvrir un enregistrement top secret d'un nouveau moyen de transport russe. Pourquoi ? Ils ont sacrifié tout le bon matériel au front lors d'attaques en réalité inutiles. Nous pouvons poursuivre. Connaissez-vous le projet « Je veux vivre » ? Ce n'est pas lié à la charité ni à une collecte de fonds. Si vous cherchez une collecte de fonds, je recommande celle que je mène actuellement pour l'Ukraine à Berlin. Soutenez l'achat de véhicules pour les blessés via le lien PayPal et les coordonnées bancaires en haut de la description. Mais revenons maintenant au sujet « Je veux vivre ». C'est un projet ukrainien qui, en fin de compte, veille à ce que les déserteurs russes puissent fuir du côté ukrainien sans être accidentellement abattus par des soldats ukrainiens. On coordonne donc avec les soldats sur le terrain une situation sûre, un corridor sécurisé et un point de rendez-vous pour les aider à s'enfuir. Et bien sûr, on obtient aussi beaucoup d'informations intéressantes sur le côté russe, que les déserteurs connaissent évidemment aussi. Ce projet republie ces informations, c'est exactement ce type de publication concernée maintenant. Concrètement, il s'agit des chiffres de perte de la 810e. La brigade d'infanterie navale est engagée depuis 1 an et demi dans des offensives et attaques principales dangereuses. Au sein de l'armée russe, elle a déjà reçu le surnom de « troupe hachoir à viande ». Et si ce sont déjà les propres soldats d'autres unités qui disent cela à propos d'une autre unité qu'ils ne connaissent même pas physiquement, alors vous pouvez imaginer à quel point la situation doit être grave. En 2022, la brigade a perdu près de 85% de ses effectifs, selon le projet, lors de la première année de la guerre. Ce sont des pertes extrêmes, alors que nous n'avions pas encore connu toutes les attaques hachoirs à viande, comme Bakhmut ou Diivka. Donc à un moment où l'Ukraine n'était même pas encore autant soutenue par l'Occident qu'elle ne l'est actuellement. En 2024, elle a été redéployée pour combler des brèches près de Koursk.
Vous savez qu'ils ont souvent envoyé des soldats dans des offensives insensées, causant des pertes. La majorité des morts identifiées de 2014 provient également de cette période. Et je voudrais répéter, ce sont les morts identifiées qui ont pu être attribuées à cette brigade. Cela signifie que le nombre réel est encore bien plus élevé. Parallèlement, la même année, 1708 demandes supplémentaires de proches russes sont parvenues à ce projet et qui recherchaient dans leurs proches disparus de la brigade. Toutes les pertes ont eu lieu sous le commandement d'Oleg Vlasov, qui malgré cela a été promu général et décoré héros de la Russie par Poutine. Selon les rapports, des soldats ont été envoyés à l'attaque même lorsqu'ils étaient blessés ou qu'ils pouvaient à peine se déplacer. Héros de la Russie, il faut y réfléchir un instant. Comment quelqu'un sacrifiant son peuple au front peut-il être un héros de la Russie ? C'est simple, la compétence militaire et l'individu n'ont aucune importance dans l'armée russe. Seule la loyauté envers le Kremlin et le président compte. Les généraux russes et les services de commandement sont souvent critiqués pour leur incompétence. Et cela était peut-être en grande partie vrai, mais cela ne concerne généralement pas ceux qui sont en position d'évaluer les attaques. Il est possible pour chacun de tonaliser l'inventaire cible avec Jean. Il a aussi déclaré des bénéfices, et que lui ont fait les Russes, alors que Go, ils l'ont emprisonné pour avoir reconnu les problèmes au front et déposé plainte publiquement au ministère de la Défense. Un homme militairement compétent est maintenant parti et a été remplacé par quelqu'un qui ne fait aucune différence sur le front. Tout au plus dans les rapports de pertes. Et comme je l'ai dit, l'Ukraine a surtout eu beaucoup de chance au début de l'invasion que les Russes se tirent aussi souvent une balle dans le pied. Et si les Russes continuent comme ça, alors au moins sur ce point, c'est très bien pour l'Ukraine. Un remerciement particulier va à l'équipage des algues, aux membres de la chaîne et surtout au colonel Dreneke, Robert, Zil et Dietrich. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.